Alors, Elasticsearch, vous savez que c'est fait pour faire de la recherche. Hop. Ah ben c'est bien, on a quelque chose. Bon, c'est pas très bien la résolution, mais c'est pas grave, on laisse comme ça. Ok, on laisse comme ça. Donc c'est fait pour faire de la recherche. On a toujours fait ça chez Elastic, de la recherche. Et c'est basé sur une super bibliothèque qui s'appelle Apache Lucene, qui est développée en Java. Et donc on intègre dans Elasticsearch. Et c'est là où on a mis toutes les avancées en ce qui concerne la recherche vectorielle, qui est le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est dans Apache Lucene. C'est là où on contribue principalement notre code. Est-ce que vous connaissez cette phrase ? La phrase mythique. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans Elasticsearch et dans Lucene quand on veut indexer ce type de phrase ? En fait, on va passer par une analyse de texte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Elasticsearch, ça va vous permettre de découvrir un petit peu ce qu'on fait. Vous prenez donc cette phrase. Ici, il y a de l'HTML, il y a plein de choses dedans. Donc, on va passer par un certain nombre de composants, de filtrage, de transformation, etc. Donc un des premiers composants qu'on va utiliser, c'est par exemple ici le HTML strip, où on va enlever les balises HTML. Puis ensuite, on va faire un tokenizer, là ici standard, on va simplement découper aux espaces, enlever les symboles de ponctuation et fabriquer des tokens. Pour chacun de ces tokens, on va les faire passer par des filtres. Donc ici, par exemple, lowercase, on met tout en minuscule. Un autre filtre, c'est les stop words. On va enlever les mots courants de la langue. Donc par exemple, les mots courants de la langue anglaise ici. Il va rester droids you looking. Et puis enfin, on va faire du snowball qui va nous trouver les versions singulières, au singulier des mots, les infinitifs des verbes, etc. Donc cette phrase qu'on avait au tout début, These are not the droids you are looking for, devient droid you look. C'est pas du tout la même chose. J'ai indexé, ce ne sont pas ces droïdes que je cherche. Et ce que j'ai indexé, c'est que ce sont ces droïdes que je cherche. Donc on a complètement perdu la notion de sémantique quand on fait de la recherche par mots-clés. Comme ça, on perd la notion de sémantique. Certes, on va matcher sur les termes, mais on ne va pas matcher sur la sémantique. La recherche sémantique et la recherche par mots-clés, c'est vraiment pas du tout la même chose. Alors Elasticsearch, vous savez sans doute, c'est fait pour faire de la recherche, mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que c'est aussi fait pour faire de la recherche vectorielle. Qu'est-ce qu'un vecteur ? Qui connaît ce film ? Ceux qui ont le même âge que moi, à peu près ? Ouais, c'est ça. Ou alors les fans de geekery, voilà. Airplane, y a-t-il un pilote dans l'avion ? J'adore. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur ? Un vecteur va permettre de, en gros, caractériser la donnée. Ici, j'ai pris une des caractéristiques de mes images. C'est est-ce que c'est un cartoon ou est-ce que c'est plutôt réaliste ? Donc, j'ai un axe. Et puis, je mets Princesse Leia à gauche, valeur -1, et Dark Vador à droite, valeur +1. Évidemment, je veux avoir d'autres dimensions. Une seule dimension ne suffit pas, donc je vais rajouter une deuxième dimension pour dire, je vais savoir si c'est plutôt humain ou machine. Donc Leia complètement humaine, tout va bien. Dark Vador coupé en deux, donc je lui ai mis 0 comme valeur sur l'axe Y. L'idée, c'est de cartographier un petit peu toutes nos données. Donc par exemple, je vais rajouter Luke Skywalker. Pareil, il est plutôt réaliste ici, la photo est réaliste. Par contre, il manque un petit bout de main, donc j'ai mis 0,8 en valeur. Je vais mettre Obi-Wan Kenobi, mais sous forme de cartoon. Donc là, il est humain et cartoon. Et puis à l'inverse, une machine qui est très réaliste. Le but de tout ça, c'est de faire quoi ? C'est de faire de la recherche. Donc la recherche, c'est de dire, si je présente cette image, Han Solo ici, d'après vous, quel est l'objet que j'avais mis dans ma database vectorielle qui est le plus proche de Han Solo ? Bon, d'après vous, c'est lequel ? J'entends Leia, Luke, Leia, effectivement, Luke, Leia. Oui, pour moi, c'est Leia, la plus proche, vraisemblablement. Alors là, vous avez fait un exercice sans doute dans votre tête. Vous avez essayé de positionner probablement Han Solo sur cet espace vectoriel et puis vous êtes dit, ah tiens, c'est ceux-là les vecteurs les plus proches. On verra qu'en fait, vous avez fait des maths tout à l'heure. Donc après, oui, c'est Luke, qui est un petit peu plus distant, je pense, mais toujours le proche. Celui d'après, c'est soit Obi-Wan, soit la machine, on ne peut pas trop savoir. Alors moi, j'ai choisi de dire que c'est Obi-Wan, mais bon, ça aurait pu très bien être la machine, pourquoi pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à l'opposé, on a Dark Vador. Dark Vador est complètement à l'opposé de mon spectre. Donc là, on le fait sur 2 dimensions,
parce que c'est visuellement représentable, mais imaginez que dans notre espace vectoriel, on a beaucoup plus de dimensions que ça. Alors, comment on indexe des vecteurs? Ce qu'il faut faire, c'est prendre les documents que vous avez en entrée, qui peuvent être n'importe quoi, des images, que j'ai dit tout à l'heure sur mes slides, des documents, donc du texte ou de l'audio, c'est ce que je vais vous montrer pendant la démo tout à l'heure. Vous trouvez un modèle de machine learning qui va bien, vous transformez ce contenu en représentation vectorielle, donc ce que j'ai représenté tout à l'heure, avec ce modèle de machine learning, et vous fabriquez ce qu'on appelle des vecteurs denses. Et vous les indexez dans votre moteur de recherche ou de vectoriel favori. Comment on fait dans Elasticsearch? On a un nouveau type de champ qui s'appelle les dense vectors. Justement, donc vous voyez ici j'ai un champ description avec le texte. Là, je vais faire de la recherche par mots-clés quand je vais taper dans le champ description. Mais quand je vais faire taper dans le champ desk embedding, je vais faire de la recherche vectorielle, donc plutôt de la sémantique. Alors quand on indexe un document dans Elasticsearch, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait le document JSON directement à Elasticsearch, on lui poste dans un index le document. Donc là, vous avez vu, j'ai mon champ description qui contient voilà, le texte qui représente, c'est un site e-commerce, en gros, c'est la description de mes produits. Quand je veux faire de la recherche vectorielle, de l'indexation vectorielle, ce que je dois faire, c'est en fait transformer ma donnée, mon texte, ou mon image, pourquoi pas, en représentation vectorielle. Donc pour ça, vous pouvez vous débrancher sur un script en Python, par exemple, faire du LangChain, pourquoi pas, faire du LangChain 4J aussi pour ceux qui font du Java. Et puis, depuis ce petit bout de code Python, aller directement envoyer ensuite le résultat de votre calcul, donc c'est-à-dire le champ desk embedding, enfin, plus le reste du document JSON, vers Elasticsearch. Et c'est là où on va indexer le vecteur dense qu'on a retrouvé ici dans desk embedding. Pareil, vous pouvez faire ça pour l'image, pourquoi pas. Avec la version payante, ce que je vous avais dit, il y aurait un petit bandeau quand j'en parle. Si vous avez du coup accès au nœud de machine learning, vous pouvez automatiquement charger vos modèles de machine learning dans Elasticsearch et nous, on va faire l'inférence pour vous automatiquement. Donc vous envoyez le document et puis on fait l'inférence directement. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre script à côté. Il y a des outils pour charger les modèles de machine learning et on sait faire tout un tas de tâches, mais j'en parle pas plus. Je les gardés de façon à ce que vous l'ayez sur les slides si le sujet vous intéresse. Il y a tout un tas de choses qu'on sait faire et qu'on sait gérer. Alors, comment on cherche des vecteurs? Ça va être un petit peu la même étape que ce qu'on a fait précédemment, sauf qu'on va prendre notre requête, on va la transformer en représentation vectorielle en utilisant le même modèle de machine learning dont on s'est servi au moment de l'indexation, de façon à avoir des vecteurs qui veulent dire la même chose. Et cette représentation vectorielle, ensuite, on va aller essayer de trouver quel est le document le plus proche. Donc, comment ça se passe dans Elastic? J'ai du texte, Summer Clothes, comme je l'ai dit tout à l'heure. On passe par le même script Python, par le même modèle. On fabrique un vecteur et on fait une recherche de type KNN. C'est un nouveau type de recherche dans Elastic. Sur le champ desk embedding, c'est celui qui contient notre représentation vectorielle de tous nos documents qu'on avait indexés précédemment. Alors, ce qui est cool, c'est que comme on est dans Elasticsearch, on a accès en plus à tous les outils qu'on connaît déjà quand on fait de l'élastique. On a du filtrage pour dire c'est pas la peine d'aller voir sur tous les documents, de la pagination, du calcul d'agrégation pour regrouper et faire des stats sur les résultats, etc. Donc tout ça, c'est natif. Pareil, le pendant en version commerciale, c'est vous passez directement le texte et puis nous, on fait l'inférence pour vous à la volée. Vous n'avez pas à calculer le vecteur vous-même. Dans la dernière version d'Elastic, on a rajouté un nouveau type de champ qui s'appelle Semantic Text. Et en gros, vous déclarez quelle est l'inférence que vous allez faire. Donc, en gros, c'est le lien vers votre modèle de machine learning qui tourne dans les nœuds élastiques de machine learning. Vous définissez votre mapping et là, vous dites le champ description qui va contenir le texte. À l'indexation, je vais envoyer le contenu de ce texte vers un autre champ qui s'appelle desk embedding. C'est le copy-to que vous voyez. Et desk embedding, il est de type semantic text, qui est ce nouveau type de champ qu'on a rajouté. Et on lui dit quel est l'ID de l'inférence qu'on a générée juste avant, à l'étape d'avant. Et tout ça,
ça va nous simplifier énormément l'indexation. C'est-à-dire que là, maintenant, on va pouvoir dire, je te pose juste un document, je te donne le champ description et on fait l'inférence automatiquement et on copie dans le champ desk embedding ce qui va bien. Et à la recherche, c'est pareil, c'est beaucoup plus simple. On dit juste, on fait de la sémantique sur le champ desk embedding, on passe le texte et boum, il fait l'inférence pour nous et il se débrouille avec ça. Une fois que, du coup, ce qui se passe derrière la machine, c'est que on a notre représentation vectorielle de notre query, on a notre représentation vectorielle de chacun des documents qu'on avait indexés, et donc on essaye de trouver le voisin le plus proche de nos vecteurs, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Leia et Yann Solo, et ce que vous avez fait mentalement probablement, pour afficher les résultats à l'utilisateur. Alors la chose la plus difficile peut-être, c'est de trouver le bon modèle de machine learning pour votre cas d'utilisation. C'est vraiment pas toujours évident. L'idée, c'est de partir, à mon avis, sur des modèles sur étagère qui sont très bien. Vous prenez Hugging Face. Sur Hugging Face, il y a plein de modèles. Donc Microsoft E5, par exemple, en est un, qui est très bon, notamment pour la gestion multilangue. C'est très bien. Pour les images, il y a OpenAI Sclip. Enfin, vous trouvez vos modèles. Si c'est pas bon, vous essayez de tuner un petit peu le scoring en faisant du scoring hybride. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Ou alors, carrément, vous apportez votre propre modèle de machine learning, mais là, ça requiert une certaine expertise. Et puis, il faut aussi de la donnée pour arriver à faire ça. Alors, attention, entre le dev et la prod, ou entre le modèle que vous choisissez, c'est pas parce que vos potes ont dit tiens, moi, ce modèle-là, il est bon pour moi, qu'il est aussi bon pour vous. C'est comme si vous alliez vous entraîniez toute l'année à courir un 100 mètres. Et puis à la fin de l'année, il dit c'est bon, j'ai bien été entraîné. Et à la fin de l'année, vous allez faire un marathon. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas entraîné pour le bon cas d'utilisation. Donc attention au modèle. Alors comment ça fonctionne en vrai? Tout à l'heure, vous avez fait des maths dans votre tête. Vous avez fait des cosinus. Non? Si. Donc je vais prendre un exemple. Je vais prendre mes deux documents, Leia et Luc. J'ai ma requête. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez essayé de calculer l'angle qu'il y avait entre les vecteurs, probablement. Et vous vous êtes dit, tiens, les vecteurs les plus proches, ça doit être Leia, et après c'est Luc. Et donc vous avez fait un cosinus. Et nous, ce qu'on fait, on prend un cosinus, on ajoute 1 et on divise par 2. Alors, qui a séché ses maths et qui se rappelle plus de tout ça? Bon, moi je ne m'en rappelle plus. Enfin, je ne m'en rappelais plus jusqu'à ce que je fasse ces slides. Donc comment ça fonctionne? Si on a des vecteurs similaires, l'angle est proche de 0, donc le cosinus est proche de 1. 1 plus 1 divisé par 2 égale 1. Donc on va avoir un score qui est proche de 1 quand on a des vecteurs similaires. Quand on a des vecteurs orthogonaux, on va avoir un angle à 90 degrés quasiment. Le cosinus va être proche de 0. 0 plus 1 divisé par 2 égale 0,5. Et enfin, quand on a des vecteurs opposés, le cosinus va être proche de moins 1. 1 moins 1 divisé par 2 égale 0. Donc on a un score qui se balade entre 0 et 1. 1 égale vecteur confondu, 0 égale vecteur opposé. Voilà comment ça marche. Alors là, on ne tient pas compte de la longueur du vecteur. On tient compte juste de l'angle. Il y a d'autres façons de faire. C'est un setting que vous pouvez mettre dans Elastic en lui disant finalement, moi j'ai aussi besoin de tenir compte de la longueur du vecteur. Donc ça s'appelle dot product ou max inner product, il y a deux solutions. Je passe sur le détail, mais l'idée c'est de dire ouais, je tiens compte cette fois de la longueur aussi du vecteur. Et puis il y a une autre solution qui est vraiment calculée avec les coordonnées précises de chacun des points de notre espace d'embeddings et de faire un score basé là-dessus. Quand on a commencé tous nos travaux dans Elastic et dans Lucene, en fait, on faisait du brute force, c'est-à-dire qu'on allait comparer et calculer les cosinus pour tous les vecteurs qu'on avait. Et c'était lent, c'était très lent, c'était très lent, mais vraiment lent. Donc on a un jour implémenté un autre papier qui s'appelle HNSW, qui a une approche un petit peu par couche, où en gros, avant de calculer les cosinus, on a défini des couches dans lesquelles il y a nos vecteurs et on va essayer déjà de trouver quels sont les vecteurs les plus proches et enfin calculer le cosinus sur les vecteurs les plus proches qu'on aura identifiés. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sympa. On peut perdre un petit peu en précision, il y a peut-être des vecteurs qu'on ne va pas voir alors qu'ils devraient être là, mais normalement, ça donne plutôt un résultat satisfaisant.
Quelques bonnes pratiques, quelques idées. La recherche vectorielle, ça nécessite énormément de mémoire. Alors, pour ceux qui font déjà l'Elasticsearch, vous savez qu'on tourne dans une JVM et qu'on utilise du coup normalement la moitié de la mémoire disponible pour la JVM d'Elasticsearch. Donc, par exemple, vous avez une machine à 64 Go, vous mettez 30 Go pour la JVM et le reste, on s'en sert en cache OS. Pour la recherche vectorielle, ça va être un peu différent. On va être off-heap. Donc du coup, on va pouvoir baisser la taille de la JVM requise. Donc par exemple, peut-être, je sais pas, 8 Go ou 16 Go et garder tout le reste pour mettre nos vecteurs en mémoire. Donc plus vous avez de mémoire, mieux c'est pour faire de la recherche vectorielle. C'est pas, j'ai vu des gens qui ont fait des tests de recherche vectorielle avec des machines à 256 Go de RAM, et ça peut être des nombres qu'il faut avoir en tête, ça dépend du volume que vous avez évidemment. Alors il y a des conséquences à la recherche vectorielle, c'est que l'indexation est plus lente. Tout à l'heure, quand j'envoyais un document à l'indexation, j'avais mis un tableau de vecteurs avec des valeurs. Donc mon document JSON déjà est beaucoup plus gros que ce qu'il était avant, avec simplement du texte. Donc à travers le réseau, ça prend aussi plus de temps, ça prend plus de ressources. Le merge est lent. Alors le merge, c'est quoi? C'est une opération qui est exécutée dans Elasticsearch en tâche de fond. Régulièrement, on va fusionner des segments ensemble pour en refaire un plus gros. Cette opération, du coup, elle consomme beaucoup d'IO disk. Et donc c'est assez lent, même si vous ne le verrez pas, mais ça prend quand même du temps. Donc il y a des impacts au niveau I/O, etc. Alors on a beaucoup amélioré tout ça dans Lucene et dans Elasticsearch. Donc maintenant on fait des diffs et donc on est un peu plus rapide, mais bon, reste quand même, il y a des impacts de tout ça. Des bonnes pratiques. Éviter de faire des recherches pendant l'indexation. Alors ça peut être pénible, mais en réalité il y a un truc qui s'appelle les alias dans Elasticsearch qui sont des pointeurs virtuels vers des index. Donc votre prod elle tape dans l'alias qui lui va vers un index. Et ce que vous pouvez faire, c'est sur une autre machine à côté, vous créez un nouvel index, vous faites votre réindexation vectorielle, et quand vous avez fini, vous faites juste un switch de l'alias. Et du coup, comme ça, vous n'êtes pas dans ce cas où vous avez des recherches et de l'indexation qui sont sur la même machine au même moment. Très bonne pratique, excluez le champ vecteur depuis le champ source. Je vais vous le montrer dans la démo, ça, c'est un truc qu'il faut faire. Faites ça, exclure le champ vecteur. Ça ne sert à rien parce que quand vous allez restituer l'information à l'utilisateur, généralement, il n'a pas besoin de voir quel est le vecteur qui a été indexé dans le document source. Ensuite, pour réduire la mémoire utilisée, ce que vous pouvez faire, c'est de dire, par défaut, Elastic, il indexait des nombres à virgule flottante. Ce que vous envoyez dans vos vecteurs, le tableau de valeurs que vous envoyez, ce sont des nombres à virgule flottante. Donc c'est sur 4 octets. Ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle de la quantisation. C'est de dire, au lieu de prendre des nombres à virgule flottante, peut-être que si je mets ça sur des entiers, je ne vais pas trop perdre en précision, c'est-à-dire que la direction du vecteur sera toujours plus ou moins la même. Mais par contre, j'aurais énormément économisé, j'aurais divisé par 4 en fait mon besoin en mémoire finalement. Donc ça, c'est ce qu'on fait maintenant automatiquement. Si vous ne nous dites rien, vous nous envoyez un tableau avec des flottants et automatiquement on fait de la quantisation en entier pour vous. Donc on économise. Et on vient d'implémenter une quantisation aussi sous forme de bits. Donc là encore, on redivise par 8 tout l'ensemble. Et a priori, ça donne des très bons résultats. Mais comme pour tout à l'heure, c'est à vous de tester et de voir si ça s'adapte bien à votre cas. Une autre possibilité, et ça on ne fait rien en automatique, c'est si vous connaissez très bien votre modèle, peut-être que dans votre modèle, il y a des données en sortie qui reviennent et dont vous n'avez pas l'usage, et peut-être qu'elles n'apportent rien, donc peut-être que vous pouvez aussi réduire le nombre de dimensions par vecteur. Ça, c'est plus difficile à faire. Alors, il faut tester. Ne croyez pas les éditeurs logiciels que nous sommes. Testez par vous-même. Parce que c'est uniquement dans votre cas d'utilisation à vous que vous allez découvrir les vrais trucs.
Ça vous donne pas envie de... Donc c'est le warm-up pour ce soir. Donc j'ai un podcast et donc oui, ce soir avec Julien, on aura le plaisir de faire une petite prestation. On va voir ce que ça va donner à quatre mains. Et donc c'est aussi l'occasion pour moi de faire une démo liée à la musique. Donc l'idée de ma démo, c'est de prendre des fichiers audio, de les analyser, de les faire passer par un modèle de machine learning que je vais vous présenter tout à l'heure, d'en fabriquer des vecteurs qui représentent mes fichiers audio, de les indexer dans Elasticsearch, c'est ce qu'on voit dans cette partie-là. Et puis ensuite, on va faire... je vais faire un truc comme ça, mais que j'ai déjà fait en fait. Je vais prendre ce signal audio, le transformer de la même façon avec le même modèle de machine learning, faire un appel à ma requête KNN que je vous ai présentée tout à l'heure, et afficher les résultats à l'utilisateur. Donc c'est ça le but de la démo. Donc on va faire ça. Pourquoi il me dit ça? Non, je ne veux pas faire une mise à jour maintenant, là, non. Merci. C'est pas le bon moment. Oups, c'est pas très lisible. Alors, ça va, vous arrivez à lire? C'est un peu, ouais. Donc c'est ici j'ai quelques settings que j'ai déjà exécutés. J'ai installé des librairies et notamment j'ai installé oui celle-là, Paninférence, que je vais vous montrer ici. Et dans Paninférence j'ai importé ce truc-là audio tagging et c'est là qu'il y a le modèle de machine learning qui me fait ma transformation de mon fichier audio en vecteur. L'intelligence n'est pas dans Elasticsearch. Elle est dans le modèle de machine learning. Elle n'est pas du tout dans Elasticsearch. Elasticsearch n'est qu'un facilitateur pour faire de la recherche vectorielle de façon rapide, c'est tout. Donc je charge le modèle de machine learning. Ça, je l'avais déjà fait. Alors, je vais me connecter à Elastic. Ok, ça marche. Donc j'utilise la version 8.15.3 d'Elasticsearch. Je vais effacer l'index s'il existait déjà et en créer un nouveau. Et alors, dans mes mappings, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit qu'il y a un champ qui s'appelle Audio Embedding, qui est de type Dance Vector, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est là-dedans que je vais stocker la représentation vectorielle de mon son. Puis après, j'ai du texte, des dates, enfin, qu'importe, d'autres données. Et ce que j'ai fait, dans le champ source, bonne pratique, j'ai fait l'exclusion de ce champ Audio Embedding. Je ne veux pas le revoir quand je fais une requête dans Elasticsearch. Ça évite d'avoir à transiter sur le réseau beaucoup d'informations qui ne servent à rien. Donc voilà, mon index a été créé, tout va bien. J'ai un petit script qui lit les fichiers audio de mon disque, pas d'importance. Celui-là est plus important. Ici, j'ai une méthode qui s'appelle getEmbedding. Sur un fichier audio, je vais charger ce fichier audio. Et ici, dans cette partie-là, c'est ici que je vais faire l'inférence. Donc, qui va me transformer mon fichier audio en tableau de nombre à virgule flottante. Et c'est ce que je renvoie ensuite à l'appelant. J'ai une petite méthode qui indexe dans Elasticsearch. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, c'est très simple. Hein. C'est juste un document JSON très classique. Et voilà. Et c'est dans Embedding que je vais lui passer les vecteurs que j'ai générés à l'étape juste avant. Et la recherche, très simple, comme tout à l'heure. Recherche KNN sur le champ Audio Embedding. Et je lui passe en paramètre les embeddings sur lesquels que je viens de calculer. Et puis ça, petit utilitaire. Alors, mes fichiers audio, les voici. Ils sont tous là, donc j'en ai pas beaucoup, hein, c'est pas un truc de performant. Mais normalement, il aurait dû tout m'effacer. Pourquoi il ne m'a pas fait ça? Donc je le fais. Alors ce que je fais, c'est que je dis, pour chaque fichier que j'ai dans mes fichiers audio, tu me génères les embeddings, donc la représentation vectorielle en utilisant mon modèle de machine learning, et puis tu les stockes dans Elasticsearch. C'est uniquement ça. Donc j'exécute. Donc OK, donc voilà, il est stock. Donc ça c'est mon fichier. Et là, vous voyez une valeur. Donc ça, c'est la représentation vectorielle de mon audio. Okay, c'est ce qui sort du modèle de machine learning, c'est ça. Et c'est ce vecteur-là que j'indexe dans Elastic. Quand je veux trouver une chanson similaire, donc je vais prendre par exemple ce fichier-là.
Ok, je fais ce que je peux quand je chante, mais bon. Donc voilà mon fichier audio. Quand je veux chercher quel est le vecteur le plus proche de ce signal-là, ben, qu'est-ce que je fais? Je génère mes embeddings, que je vous ai dit tout à l'heure. J'utilise le même modèle. Je génère des embeddings qui représentent ce son. Et je fais ma requête dans Elasticsearch. Ici. Et là, je vais afficher les résultats. Donc les résultats, j'ai mis cela. Donc le premier, c'est moi-même. Ouais, je suis proche de moi-même. Alors, je ne suis pas exactement moi-même. Vous avez vu, je ne suis pas à 100%. Je devrais être à 100%. Je pense que c'est peut-être la quantisation dont je vous ai parlé automatique, où j'ai perdu peut-être un peu en précision. Mais néanmoins, je reste toujours égal à moi-même, presque. Le deuxième, par contre, c'est celui-là, c'est celui qui va m'intéresser. Donc, on va aller regarder le deuxième, qui est à 94%, quelque part. Donc, je prends celui-là, je l'exécute. Ouais, c'est celui-là. Donc, Bella Ciao Humming. Génial, non? Ça a marché et tout. Ne vous faites jamais avoir par les gens qui vous font des démos. Vous ne connaissez pas mon modèle de machine learning. Là, vous êtes en train de vous dire « Ah, il a refait Shazam, c'est super cool et tout. » Et non, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le modèle de machine learning et pourquoi ma démo fonctionne en fait. Le modèle, en fait, il va classifier le son en fonction de caractéristiques. Donc, par exemple, est-ce que c'est un homme qui parle, une femme qui parle, quelqu'un qui parle, une conversation, un bébé qui pleure, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui rappe, quelqu'un qui hume son, qui fredonne. Est-ce que c'est quelqu'un qui, enfin, vous traduisez vous-même, un chien, blablabla. Qu'est-ce que j'ai? Des insectes. Après, est-ce que c'est de la musique? Des instruments de musique? Est-ce que c'est de la guitare? Guitare électrique, guitare acoustique, etc. Donc on n'est pas du tout sur les notes de musique. On est sur la classification du signal. Et il se trouve que j'avais un autre morceau a cappella dans mon dataset, et donc les deux morceaux a cappella sont assez proches l'un de l'autre, parce que c'est vraisemblablement un homme qui parle un peu, peut-être qu'il parle un peu, peut-être qu'il fait de l'a cappella, enfin voilà. Donc c'est pour ça. Si je prends le deuxième. Donc là, c'est pareil, on a un peu d'a cappella, puis on sent qu'il y a un petit peu d'instrument derrière. Donc ça a éloigné par rapport à de l'a cappella pure, mais l'a cappella étant toujours bien présent, donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a classifié comme ça. Si je prends le suivant. Donc là, musicalement, aucun rapport. Okay, il y a vraiment les notes, il n'y a peut-être pas une qui correspond. Mais pareil, de l'a cappella, un petit peu de batterie derrière, et donc c'est pour ça qu'il reste toujours bien présent dans mes résultats. Allez, le dernier. Je vais baisser parce que je sais qu'il est fort. C'est celui-là. Parce que la première fois que j'ai fait tourner cette démo, je me suis dit, wow, j'ai une voix de chanteur d'opéra, c'est super et tout. Mais non, pas du tout. Donc j'ai compris le dataset maintenant. J'ai compris le modèle plutôt, et donc je sais que c'est pas bon. Vous verrez à la fin, je vous partagerai avec les slides la ressource pour accéder à ce repository-là, si vous voulez reproduire ça chez vous et jouer avec tout ça. Alors, Elasticsearch, on a vu qu'on était capable de faire de la recherche textuelle et aussi de la recherche vectorielle, mais en fait, on peut aussi combiner tout ça et faire de la recherche hybride. Donc, recherche basée sur les termes, recherche basée sur les vecteurs et combinaison de tout ça. Je ne me rappelle plus, il reste combien de temps? Jusqu'à quelle heure? Un quart d'heure, ok, ça revient. Du coup, donc, comment on fait? Donc, la première partie, la recherche match, c'est une recherche basée sur les termes, où je cherche le terme summer clothes. Je lui ai mis un niveau de boost 0,1, vous allez voir tout à l'heure dans les résultats, mais c'est pour dire que je vais lui donner moins de poids. Alors, pourquoi je lui donne moins de poids? C'est parce que la recherche vectorielle, j'ai dit qu'elle est, elle, entre 0 et 1. La recherche basée sur les termes, elle peut être entre 0 et 2000. Pourquoi pas? Donc, il faut lui donner moins de poids. J'ajoute ma recherche KNN de tout à l'heure, où là, je fais, par mon modèle de machine learning, je fais une représentation vectorielle de mon texte Summer Clothes. Et voilà, et je peux filtrer, faire du pré-filtrage et du post-filtrage, etc. On a aussi quelque chose qui s'appelle
tout à l'heure, je vous ai parlé des vecteurs denses, mais on a aussi quelque chose qui s'appelle les vecteurs éparses, donc les sparse vectors. Le principe, c'est de dire, quand j'ai du texte comme ça, que je veux chercher ou indexer, en réalité, ce que je peux faire, c'est faire une représentation de... J'aime bien dire que c'est comme si j'avais des synonymes boostés. Donc ce sont toujours des termes, des tokens, mais avec un poids. Donc ces deux phrases, si je fais tourner ces deux phrases dans mon modèle, il va me donner ces... Ah mais vous voyez rien là? Bah, pourquoi vous ne voyez pas ce que je vois? Ah, c'est très bizarre. Ok. Non, parce que je vous parle de trucs et que vous ne voyez pas, donc c'est un petit peu dur pour vous. Donc les termes que vous avez en bas, Lucas, Ship et Dragon et Quest, c'est en gros comme des synonymes par rapport aux phrases qu'on avait présentées précédemment, mais des synonymes boostés. Dans Elastic, on a la notion de synonyme, mais ils sont pas du tout. Il n'y a pas du tout de poids associé aux synonymes. Ils ont tous la même valeur. Là, non, on va mettre un poids. L'intérêt de ça, c'est que du coup, à la recherche, ça va être très très rapide parce que la recherche sur des mots-clés, on sait faire ça depuis des années dans Elastic et dans Lucene. Et donc, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser des vecteurs éparses. C'est une possibilité. On a développé notre propre modèle de machine learning qui est disponible, qui s'appelle Elser, qui est dans la version commerciale et qui produit justement ces vecteurs éparses, mais vous pouvez faire ça, pareil, en dehors. Et la question va se poser ensuite de dire, je peux faire de la recherche sur des termes, je peux faire de la recherche sur des vecteurs denses, je peux faire de la recherche sur des vecteurs éparses, et il faut que je combine tout ça. Alors pour combiner, soit vous faites du boost, ce que j'ai fait tout à l'heure, 0,1 pour les termes et puis, je sais pas, x2 pour le reste, pourquoi pas. Mais il y a une autre solution, il y a quelque chose qui s'appelle le RRF. Prenons cet exemple où j'ai mes vecteurs denses qui me donnent des scores entre 0 et 1, ce que vous voyez à gauche. Et vous voyez mes résultats. Quand je fais une requête, voici les résultats dans l'ordre dans lequel ils arrivent. A, B, C, D, E. Quand je fais ma recherche par terme, BM25, c'est... mes documents arrivent avec le document C d'abord, A, F, G, H. Et on voit les scores associés, 1341. Si je fais 0,1 de 1341, je suis sûr d'écraser complètement mon vecteur dense. Donc ce qui est difficile, c'est de trouver quelle est la bonne valeur de boost à mettre. Et RRF nous propose une autre solution qui est de dire, je ne tiens pas du tout compte des scores, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer une formule mathématique qui a l'air peut-être compliquée, mais en fait, elle est très simple, je vous l'explique. Je vais juste tenir compte du rang de chaque document dans chacun des algorithmes de scoring. Je vais ajouter une petite valeur. On a mis 60 par défaut, qui est plutôt une bonne valeur. Ne me demandez pas pourquoi, mais a priori, elle marche. Vous pouvez la changer. Je calcule donc ces valeurs pour chacun des documents. Et en fait, je fais juste une somme de 1 sur 61 plus 1 sur 62 égale. Et donc, ça me donne une valeur et je trie par cette valeur. Autrement dit, sur plusieurs algorithmes de ranking de recherche que vous avez, si vos documents sont bien positionnés dans les résultats, du coup, ils vont sortir en premier, quelle que soit la valeur du score qu'on avait calculé. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. Vous faites du multi-search et vous envoyez vos requêtes DanceVector BM25 à Elastic et puis derrière, vous refaites ce calcul-là. Ou si vous avez une licence, on le fait pour vous avec un truc qui s'appelle RRF automatiquement. ChatGPT est arrivé un jour, il y a quelques années. Et puis, on s'est dit, ah là là, c'est catastrophe, les moteurs de recherche vont mourir, c'est fini pour tout le monde. Voilà, et on va se faire écraser par la comète GenAI. En fait, on a constaté complètement l'inverse. Nous, ça a redonné de l'intérêt à la barre de recherche. Tout le monde pensait que c'était un problème résolu, et puis voilà, c'est bon, juste ça marche et ça va. Et en fait, non, les gens se sont mis à y réfléchir à nouveau comment améliorer l'expérience utilisateur quand on fait une recherche sur un site, par exemple. Alors, le LLM, c'est quoi? Vous avez dû sans doute déjà en voir des tonnes de ce type de présentation, mais bon, je refais un petit rappel. Vous envoyez votre question au LLM, il a été entraîné sur des données publiques et il vous donne une réponse, qui n'est pas nécessairement la bonne réponse. Ce que j'aime pas trop dans les LLM, des fois, c'est le ton un peu pédant en disant non, je t'affirme que c'est ça. C'est ce que je dis à mes gamins. Je dis prends le LLM comme un pote,
C'est pas parce que ton pote t'affirme qu'il a raison. Donc tu peux douter, de temps en temps, tu as le droit de douter de ce qu'il te dit. C'est très souvent exact quand même, hein, attention. Alors si je pose cette question, donc c'est sur une vieille version de ChatGPT, il est honnête, là pour le coup. Quand je lui dis quelle est la version courante d'Elasticsearch, il me dit, bon, d'après ce que je savais en 2022, c'était la 7.10, mais ça a peut-être changé. Donc là, ça va. Par contre, je lui ai posé une autre question qui était combien d'argent j'ai sur mon compte Revolut perso. Il me dit, je ne peux pas t'aider avec ça. Et pourquoi ? Je n'ai pas accès à tes données bancaires personnelles. Heureusement. Ah oui, merci de m'avoir fait le... Ouais. Bon, croyez-moi sur parole, il vous dit, je n'ai pas accès à tes données bancaires personnelles. Donc heureusement qu'il n'a pas accès à mes données personnelles. Je n'ai pas envie que mes données bancaires soient en public sur Internet. Je n'ai pas envie de ça pour qu'elles soient indexées par ChatGPT ou autre. Donc comment résoudre le problème ? En faisant ce qu'on appelle du RAG. L'idée, c'est que vous posez votre question, vous envoyez votre question à votre moteur de recherche favori, donc ici Elasticsearch pour moi, mais votre database favorite, que ce soit de la recherche par terme, de la recherche combinée, de la recherche vectorielle, qu'importe, vous envoyez cette question. Ça va, sur vos données métiers, ça va vous fabriquer une réponse. Et c'est cette réponse que vous allez envoyer à votre LLM en contexte, avec un prompt bien fait. Et puis en contexte, voici les documents sur lesquels tu dois bosser. Et donc, maintenant, donne-moi la vraie réponse, la bonne réponse. Donc c'est ce que je vais vous faire ici avec Playground, ça s'appelle. Donc je suis dans Elastic, donc Kibana en fait, ici. Et il y a un menu qui s'appelle ici Playground. Donc Playground, chez nous, c'est un outil qui nous permet de jouer un petit peu avec notre LLM avec un LLM et les données vectorielles. Ici, je suis connecté à OpenAI de mémoire. Et donc je vais rajouter des data sources. Donc j'ai utilisé un crawler web qu'on a chez Elastic qui permet de crawler des sites web et j'ai crawlé hier et avant-hier 2 sites que vous devez connaître, donc celui de la métropole de Toulouse et puis ClutchMag. Je ne connaissais pas, mais c'est mon collègue qui me l'a montré. Donc je vais lui dire, je veux 10 réponses. Donc voilà, je vais dire, hop, tu vas utiliser OpenAI GPT-4. Et oui, tu peux ouvrir le micro là, celui-là ? Vous pouvez ouvrir le micro ? Ouais, super, merci. Parce que là, j'ai besoin de mes mains. Et donc, je vais lui poser un certain nombre de questions. Donc, je vais lui dire ici. Donc, je lui pose d'abord la question. Que faire à Toulouse pour une sortie en famille? Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il va me répondre. Ça dépend. Donc il me dit, voilà, vous avez plusieurs options. Donc qu'est-ce qu'il est allé faire ? Il est allé dans mon Elasticsearch faire une requête vectorielle avec de la sémantique et tout ça. Il faut que je parle plus près ? Ouais. Et ça sera bien avec celui-là. Et donc il a fait la requête. Il est ensuite, avec les résultats qu'il a obtenus, il a récupéré 10 documents dans Elastic, c'est ce que je lui avais demandé de récupérer. Et il a envoyé ces documents avec un contexte et on a demandé au LLM de me fabriquer une vraie réponse. Donc là, voilà une vraie réponse. Alors qu'est-ce qu'on a ? Quels sont les concerts ou spectacles à faire en novembre ? Alors, je n'utilise pas OpenAI là directement. On voit bien que ici j'ai un contexte métier. Il me l'a fait ? Oui, c'est là. J'ai un contexte métier dans mon cas. Il ne me donne pas les concerts à Bercy, à Paris. Il me donne les concerts de Toulouse. Ouais, j'interroge bien ma database locale. Et puis, alors je vais terminer par un autre truc. Je vais dire qui est Thomas Pesquet. Voilà. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Normalement, il aurait dû me dire « je ne sais pas ». Parce que dans mon contexte, il n'est pas censé savoir. Mais des fois, il est capricieux.
malgré ce que je lui ai dit, il n'a pas respecté ce que je lui ai dit. Donc, vous avez un petit bouton ici, View Code, qui est sympa, c'est du coup, vous faites un copier-coller de ça, et vous avez le code qui a exécuté derrière pour fabriquer votre application RAG, et notamment le prompt est ici. Voilà, on vous a donné un type de prompt que vous pouvez aller modifier, etc. Et blablabla. Et c'est exactement ici, c'est le RAG. Bon, je ne peux pas vous en montrer plus parce que j'ai que 2 minutes. Donc ça, je ne vous montre pas. Donc j'espère qu'à la sortie de cette session, vous saurez que maintenant que Elastic, c'est non seulement fait pour faire de la recherche de texte classique, mais c'est aussi fait pour faire de la recherche sémantique. Vous retrouverez les slides, les démos dans le QR code du haut, et n'oubliez pas de faire votre open feedback pour donner un retour sur la session. Je vous remercie.